me présente. Pour ceux qui me connaissent pas, Chantal Pitt, je suis conseillère en transformation alimentaire au MAPAC à la direction régionale. Je couvre toute la région de Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, donc je suis un peu la porte d'entrée des transformateurs alimentaires pour la direction régionale. Donc, je vous ai présenté ce matin une petite présentation. On va quand même toucher à plusieurs éléments. Là. Dans le fond, je vous présente un peu des trucs pour un aménagement fonctionnel d'un local, d'une cuisine ou d'un local alimentaire. Démarche suggérée pour, dans le fond, planifier l'aménagement d'un local. Un rappel un peu sur les exigences réglementaires de base. Walter en a parlé un petit peu. Les caractéristiques des matériaux et des équipements de votre local. Rapidement, je vais passer sur la méthode d'inspection du MAPAC. Je vais vous présenter aussi l'offre de service des conseillers en transformation alimentaire, comme moi, et les programmes d'aide aussi en transformation alimentaire. Donc, truc pour un aménagement fonctionnel, on débute, dans le fond, si vous êtes capable d'établir un flux circulaire lorsque c'est possible pour optimiser les déplacements puis éviter les déplacements inutiles. Ça peut être un flux circulaire ou un flux en forme de fer à cheval, si on veut. L'objectif, dans le fond, c'est important de bien penser, de bien réfléchir à vos déplacements dans votre cuisine ou dans votre local, dans votre usine. Puis ça va être en fonction des étapes de fabrication de votre produit. Ça peut être intéressant aussi de diviser votre plancher en zones utiles. Vous avez la zone de réception qui va être située à l'extérieur de la cuisine, donc réception autant des matières premières que de tout ce qui concerne l'emballage. Zone d'entreposage de vos ingrédients et de vos aliments, qui est dans une section qui ne contiendra pas des aliments sales ni des déchets. Zone d'entreposage pour l'emballage et les produits de nettoyage. Zone de préparation si vous avez besoin de découper vos aliments. Zone de cuisson si vous avez besoin de cuire vos aliments. Et un coup le produit transformé, faut l'envoyer dans la zone d'emballage et dans la zone d'entreposage des produits finis, à partir desquels, là, il y aura une livraison. On vous suggère aussi de dresser la liste des équipements pour chaque poste de cuisine. Pensez aussi au plan de positionnement des divers équipements. Positionnez-les en suivant le flux de circulation établi au départ. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le fond, pensez aux surfaces de comptoir. Parce que oui, le positionnement des équipements sur un plancher, donc on parle d'exemple d'un gros four ou d'un congélateur, mais il y a aussi tous les petits équipements, robots culinaires, hachoirs, etc., qui sont sur les comptoirs et qui vont prendre de la place. Et donc, il faut calculer la superficie nécessaire pour vos comptoirs également. Pensez au nombre d'employés qui seront présents en même temps pour faire les tâches. C'est important que vos employés aient l'espace nécessaire pour être efficaces puis en même temps être confortables là, dans votre local. Pensez à positionner les ustensiles de cuisine aussi à proximité des postes de travail et n'oubliez pas les espaces de rangement. On dit aussi adopter un flux de circulation logique et efficace pour qu'un aliment frais ne croise pas un déchet. Et dans notre jargon, au MAPAC, on parle de marche en avant. En fait, il y a 2 types de marche en avant pour les produits. Soit la marche en avant dans le temps, qui va être nécessaire si vous avez une petite cuisine ou un petit local. Donc, ça permet de décaler dans le temps les opérations effectuées sur les produits n'ayant pas des niveaux de contamination similaires. Exemple, vous avez besoin d'éplucher, couper des légumes, puis ensuite, vous avez besoin de découper la viande. Ben, ça va être possible de le faire sur la même table de travail. Par contre, il faudra, entre les 2 étapes, bien nettoyer la surface de travail avant de débuter avec l'autre produit. Et la marche en avant dans l'espace, ben ça l'indique. En fait, c'est que l'aliment puisse avoir une progression dans l'espace où les flux de produits alimentaires ne se croisent pas. Donc, ça prend des espaces quand même plus grands. On évite, dans le fond, on sépare les flux sales des flux propres et des flux chauds versus les flux froids.
Dans une démarche suggérée, dans le fond, pour planifier votre aménagement de local, usine ou cuisine, on vous dit commencez par préparer un plan à l'échelle de votre local ou de votre cuisine. Si vous êtes à l'aise avec l'informatique, il y a des logiciels pour ça. Sinon, ça peut être vraiment sur une table, sur un dessin, une feuille quadrillée. Vous êtes en mesure de mettre à l'échelle votre local. Déterminer l'ensemble des contraintes qu'il va avoir au niveau de votre local. Les contraintes peuvent être de nature en lien avec le bâtiment, c'est-à-dire savoir où sont vos portes, vos fenêtres, les colonnes, les retombées de plafond. Fait que c'est important de visualiser ça. Et toutes les contraintes reliées aux équipements, dans le fond, la dimension de vos équipements, l'espace de circulation autour de vos équipements, la dimension des étagères pour l'entreposage, pensez à l'équipement de ventilation que vous allez avoir besoin, pont roulant si c'est nécessaire, compresseur, etc. Calculer l'espace requis par les différents équipements et postes de travail, ainsi que pour l'entreposage des matières premières et des produits finis. J'ai envie de vous dire aussi, projetez-vous un peu dans le temps, c'est-à-dire que si vous débutez, vous aménagez pour la première fois votre cuisine, pensez à l'augmentation de votre capacité de production. Si dans un an, vous avez une bonne croissance des ventes, vous devez doubler votre capacité de production, bien, ça serait déjà bien d'y avoir pensé au départ, là, lors de l'aménagement de votre local. Travailler sur un plan à l'échelle en déplaçant les différents postes de travail, équipements et étagères d'entreposage de manière à réduire les distances entre les postes de travail consécutifs et à respecter le flux de production que vous vous êtes donné au départ. L'objectif, c'est de viser un flux continu. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter les déplacements, éviter les pertes de temps. Donc, c'est important de... Puis si vous travaillez, bon, c'est sûr que si vous travaillez avec un logiciel, c'est facile à déplacer. Si vous travaillez sur une feuille quadrillée, vous pouvez aussi mettre vos équipements à l'échelle, les découper, puis faire du bricolage, puis vous amuser à les déplacer sur votre feuille. Si vous avez des employés, c'est important de valider aussi le plan d'aménagement avec eux. Une fois que vous l'avez validé, réfléchir à l'aménagement et à l'organisation des différents postes de travail avec les employés concernés parce que il y a rien de mieux que l'employé qui fait la tâche pendant 8 heures pour vous dire c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les problématiques qu'il vit, c'est quoi qui l'empêche d'être fonctionnel, qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc, prenez le pouls de vos employés. Procédez à l'aménagement physique du local par la suite, un coup qui a été validé. 2 semaines après, on vous suggère, dans le fond, après avoir procédé à l'aménagement physique, d'évaluer avec les employés comment ça fonctionne, prendre en note les irritants, les problématiques, puis apporter les correctifs nécessaires si c'est possible. Après avoir apporté les correctifs et avoir obtenu un aménagement satisfaisant, on peut appliquer la méthode des 5 S au poste de travail. Ça, c'est une méthode un peu de standardisation des postes de travail qui permet visuellement, rapidement, de voir la structure du poste de travail. C'est surtout utilisé en usine, mais ça s'applique bien quand même dans une cuisine parce qu'on fait de la fabrication à petite échelle. Quand on parle des 5 S, on dit sélectionner, situer, scintiller, standardiser, suivre. C'est-à-dire qu'à un poste de travail, on va sélectionner les outils, les ustensiles dont on a besoin pour ce poste de travail-là. On va les situer autour du poste de travail. Dans une usine, ça peut être très schématisé. Exemple, sur le mur, les outils sont accrochés, puis même parfois, on va voir si le marteau est accroché à un endroit, on va même dessiner la forme du marteau, ce qui fait en sorte que rapidement, quelqu'un qui a besoin d'un ustensile, d'un outil, il regarde, il voit s'il est là ou pas là. Et quand il veut le replacer, ben c'est clair, on a l'emplacement, on a le dessin, on sait qu'on remet l'ustensile ou l'équipement au bon endroit, l'outil au bon endroit. Donc, on le sélectionne, on le situe. Scintiller, ben, dans le sens qu'il faut toujours tenir propre, dans le fond, l'environnement, le poste de travail. Standardiser, c'est qu'on le fait pour chacun des postes. On fait un peu le même principe. Et suivre, ben, l'objectif, c'est de s'assurer, si on met ça en place, que c'est suivi. Donc, s'assurer que c'est suivi par chacun des employés. Sinon, ça ne nous sert pas à grand-chose de mettre en place
des activités comme ça. Un petit rappel des exigences réglementaires de base, en fait, pour les locaux, que ce soit dans un local ou dans un véhicule utilisé pour la préparation des produits. Il y a 3 grands éléments, dans le fond, au niveau des portes, des murs, des plafonds. Ils doivent être lavables, lisses, non en état de voie de putréfaction et exempts d'aspérité ou d'écailles. Au niveau des planchers, ils doivent être non absorbants, lavables, sans fissures, exempts de brins de scie, de carton, de sel ou toute matière sèche ou humide. Au niveau des portes et fenêtres, moustiquaires, bouches d'aération, ils doivent être ajustés de façon à empêcher l'entrée de toute espèce d'animaux, d'insectes et de rongeurs. Au niveau des exigences du local de vente au détail, Walter en a parlé tantôt, il y a 7 éléments standards, donc ça prend une installation réservée pour votre préparation d'aliments. Ça prend un évier, ça prend de l'eau potable, chaud-froide, ça prend un distributeur de savon avec des serviettes jetables, un système d'aération, récupération, un système de récupération, c'est-à-dire et d'évacuation des eaux usées, un système de ventilation et une poubelle. Pour les locaux au niveau du permis de vente en gros de produits carnés, les exigences à remplir sont quand même beaucoup plus importantes que pour le permis de vente au détail. Le plan d'aménagement, entre autres, doit démontrer l'emplacement de 11 ou 12 locaux spécifiques tels que décrits dans le guide du permis de vente en gros. Et ici, je vous ai mis un exemple. Je ne sais pas si on le voit bien. En fait, on voit qu'il y a quand même un flux circulaire, comme je disais tantôt. Si on commence en haut à gauche, il y a toute la section pour les employés. Donc, les employés entrent à cet endroit-là au départ. Donc, on a la salle de repos, le bureau, les toilettes, les vestiaires pour les employés. Ensuite, les employés peuvent entrer dans l'usine et là, on commence de gauche à droite, finalement, là. Comme je vous parlais, on a l'entrée au départ des employés. Par la suite, ben là, on arrive vraiment sur le plancher d'usine. On a un local de préparation pour la production de produits crus. Ensuite, on a un local de préparation, aire de production, produits cuits. On a le local de lavage pour tout ce qui est ustensiles, chaudrons, etc. Un local de cuisson. On sort ici, dans notre exemple, on a mis dans le corridor un compartiment, dans le fond, pour les produits de nettoyage et d'assainissement. Dans ce cas-ci, on a chambre froide, chambre de congélation. On voit qu'il y a une différence entre les produits crus sont d'un côté, les produits cuits. La même chose dans la chambre froide. Ensuite, on a un local d'entreposage des matériaux d'emballage, local d'entreposage des épices ou des produits secs. Et par la suite, ben on a le local d'expédition ou de réception qui est à la fin complètement. Donc, on voit qu'on a quand même un circuit, quand je vous disais un flux circulaire, ben on s'assure qu'on ne revient pas en arrière puis que les produits frais ne croisent pas les déchets puis qu'il y a une suite logique là, dans le cheminement des produits et des employés aussi pour éviter les pertes de temps. Au niveau des caractéristiques des matériaux et équipements, on dit les surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui entrent en contact directement avec les produits doivent être faits de matériaux qui ne peuvent être corrodés, résistants aux opérations de lavage, nettoyage ou de désinfection, car Dieu sait qu'en alimentaire, du nettoyage, on en fait souvent, non toxiques, non en état ou en voie de putréfaction, non absorbants et imperméables, inaltérables par des produits et fabriqués de façon à ne pas altérer les produits. Les surfaces doivent être aussi exemptes de particules détachables, d'aspérité ou de fissures parce qu'on ne veut pas que des morceaux se retrouvent dans la nourriture qui est fabriquée. Le matériel et l'équipement fabriqués par assemblage autrement que par soudure ou par joint imperméable doivent être démontables et chacun des éléments doit être accessible de façon à en permettre le lavage, le nettoyage, la désinfection et l'inspection. C'est important qu'il reste aucune nourriture finalement dans vos équipements qui pourrait pourrir par la suite puis contaminer les autres aliments.
Au niveau des références, ça ressemble un peu à ce que Walter vous a donné. Le premier étant la ligne directrice concernant les matériaux de construction, les matériaux d'emballage et des produits chimiques non alimentaires que vous allez retrouver sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il y a la loi sur les produits alimentaires sur le site Internet du MAPAC, les règlements sur les aliments aussi sur le site du MAPAC, spécifiquement le chapitre 2 et 6 qui vise les équipements et les locaux. Il y a une capsule que le MAPAC a faite aussi des collègues de la Montérégie sur l'ABC du démarrage en transformation alimentaire, aménagement d'un local que vous pouvez trouver sur YouTube. Naturellement, il y a le permis de restauration et vente au détail et le guide du permis de vente en gros de produits carnés qui décrit vraiment bien les exigences à respecter aussi par rapport aux locaux qui sont rattachés à ces permis-là. Puis on a également une aide-mémoire pour les exploitants d'établissements de restauration et de vente au détail. Un bref survol dans le fond, de la méthode d'inspection 5M, parce que si vous détenez un permis, vous allez automatiquement être inspecté par le MAPAC. Il y a une approche d'inspection qui s'articule autour de 5 éléments qu'on appelle les 5M. Le premier étant la matière. Dans le fond, l'inspecteur, quand il se rend sur place, il va vérifier la température des aliments, l'origine, s'assurer que l'étiquetage est conforme, etc. Au niveau des méthodes de travail, il va s'assurer que la cuisson des aliments est adéquate, que la décongélation se fait bien, comment est fait le nettoyage, est-ce que vous avez un registre de production. Au niveau de la main-d'œuvre, est-ce que les employés se lavent les mains régulièrement? Est-ce que les vêtements sont adéquats? Est-ce que les employés rentrent travailler malades ou dans quel état les employés sont également? Au niveau du matériel, ils vont regarder la propreté, l'état, l'utilisation, le fonctionnement de vos équipements et du matériel. Et au niveau du milieu, ils vont regarder s'il y a la présence d'animaux, d'insectes, s'il y a des contaminations, sources de contamination environnementale comme de la moisissure, est-ce que vous avez un bon approvisionnement en eau, etc. Au niveau de l'offre de services des conseillers en transformation alimentaire comme moi, dans le fond, il y en a un dans chaque région du Québec. Notre offre de services se décline en quatre thématiques, si on veut. Premièrement, on fait de l'accompagnement. Il faut savoir que c'est de l'accompagnement de deuxième ligne. Si vous avez besoin d'un accompagnement plus pointu ou plus soutenu, souvent, ça va être le département économique des MRC qui peuvent vous l'offrir, c'est-à-dire, ou vous pouvez toujours faire affaire avec un consultant. Donc, nous, on va aiguiller les entreprises sur les différentes stratégies liées aux fonctions de l'entreprise, entre autres au niveau de la commercialisation, au niveau comment augmenter son efficacité, sa productivité, au niveau du local de fabrication comme tel. On peut vous accompagner aux différents stades de développement de l'entreprise. On va vous informer aussi, donc on communique de l'information diverse. On va vous diffuser de la documentation. Il y a quand même beaucoup de documents qui sont produits par le MAPAC et par d'autres organisations pour lesquelles on a un peu en banque une diverse source de documentation dépendamment des sujets. On va vous communiquer aussi des offres de formation, de conférences. À l'occasion, ça va être nous-mêmes qui va organiser des formations ou des conférences. On peut vous guider, dans le fond, vous orienter vers les spécialistes, des consultants, des organismes de financement spécialisés. On essaye de se bâtir des listes un peu de références, là, dépendamment des besoins que vous avez. On peut aussi vous communiquer des occasions d'affaires, des occasions de réseautage, des rencontres d'acheteurs. Ensuite, on va vous diriger vers de l'aide financière. Dans le fond, on vous présente les aides financières du MAPAC concernant la transformation alimentaire. On peut vous aider, dans le fond, à vous accompagner dans le dépôt des demandes d'aide financière au MAPAC. Et on peut vous orienter vers d'autres sources de financement, que ce soit privé ou public ou parapublic, dans votre secteur d'activité. La dernière section, c'est sur les programmes d'aide au MAPAC qui touchent la transformation alimentaire. Là, je vous dresse vraiment rapidement un portrait de chacun. Sur le site Internet du MAPAC, là, vous avez pour chacun des programmes les guides complets, les entreprises admissibles, les projets admissibles, les dépenses admissibles. Tout est très bien détaillé là, dans chacun de nos guides. Le premier étant proximité. Dans le fond, l'objectif de ce programme-là, c'est supporter des initiatives de mise en marché de proximité répondant aux besoins des consommateurs.
Le volet 2, c'est le volet qui s'adresse aux entreprises privées, donc c'est la mise en œuvre d'un plan de commercialisation. La clientèle admissible, c'est soit les producteurs agricoles ou les transformateurs artisans. Il faut savoir qu'il y a des critères à vérifier pour savoir si vous répondez aux critères d'un transformateur artisan. L'entreprise peut être en démarrage ou déjà existante, mais avoir un chiffre d'affaires de moins d'1 million de dollars. L'aide possible, c'est un maximum de 25 000 par projet, taux d'aide de 50 %. Il faut savoir qu'au MAPAC, ce n'est que des subventions que nous avons, on n'a pas de prêt, garantie de prêt. Dépenses admissibles, on parle d'honoraires professionnels, de frais de développement, de conception, d'adaptation, de matériel et d'outils web. Un autre programme, petit programme, Initiative ministérielle Action Prévention agroalimentaire, qu'on appelle IMAPA. L'objectif, c'est vise à renforcer le contrôle et la gestion des risques sanitaires et alimentaires par le soutien à l'adoption de bonnes pratiques par les entreprises agroalimentaires dans l'un des thèmes ciblés. Si vous allez sur le site Internet du MAPAC, vous allez voir ces 5 ou 6 thèmes ciblés, puis il y a des dates de dépôt en lien avec les thématiques aussi. Donc, la clientèle, on parle de producteurs, transformateurs alimentaires ayant moins de 250 000 de revenus et qui doit exister depuis minimum 12 mois de vente aux états financiers. L'aide financière, on parle entre 20 et 30 000 $ par projet, maximum 50 000 par entreprise, taux d'aide qui varie entre 60 et 75 %. Dépenses admissibles, on parle d'honoraires professionnels, d'équipement et d'amélioration locative. Là, on tombe dans les plus gros programmes d'aide financière, le programme robotisation et système qualité. L'objectif de ce programme-là, c'est augmenter la compétitivité de la main-d'œuvre et la productivité de la main-d'œuvre et la compétitivité des entreprises. Faut déjà être un transformateur alimentaire depuis 12 mois, avoir au moins 300 000 de chiffre d'affaires en transformation alimentaire. Il faut également déjà vendre en gros ou vendre en ligne. Donc, si vous ne vendez que directement aux consommateurs, vous n'êtes pas admissible. Ça prend 100 000 de capitaux propres et plus aux états financiers. Et il faut démontrer que le projet d'investissement va être en lien avec l'augmentation de la productivité et de la compétitivité de l'entreprise. Pour ça, il y a un petit diagnostic à compléter qui est quand même que vous pouvez faire par un consultant, mais que la plupart des entreprises complètent par elles-mêmes. Il y a 3 volets. En fait, le volet 2 se divise en 2 sous-volets. Le volet 1, dans le fond, c'est des dépôts de demande d'aide en continu. C'est pour un diagnostic, la planification d'une démarche, des plans de vie. On paye dans ce volet-là seulement des honoraires professionnels. Maximum taux d'aide financière 50 % jusqu'à 75 000 par établissement. Par contre, ça prend des dépenses minimum de 10 000 $. Le volet 2.1 et 2.2, c'est par appel de projet. Donc, ça veut dire que il y a des périodes précises dans l'année où vous avez 1 mois et demi, 2 mois pour appliquer dans ces 2 volets-là. En dehors de la période d'appel de projet, vous pouvez pas appliquer vous pouvez pas déposer une demande dans ces volets-là. Donc, le volet 2.1, c'est vraiment l'automatisation, robotisation. On va payer de l'acquisition d'équipements, amélioration locative, implantation d'un système ERP. Maximum taux d'aide 50 % jusqu'à 150 000 et ça prend des dépenses minimum de 50 000 $. Donc, c'est quand même pour des projets assez importants. Volet 2.2, lui, il est vraiment en lien avec l'implantation d'un système qualité ou d'une certification biologique. C'est des honoraires professionnels qu'on va payer, des améliorations locatives, des équipements et on paye jusqu'à l'audit aussi qui est nécessaire à la fin pour vous permettre d'aller chercher les certifications. Toujours un taux d'aide à 50 %, 150 000 par entreprise. Lui, c'est des dépenses minimum de 15 000 $. Donc, une entreprise pourrait aller chercher jusqu'à 375 000 juste dans ce programme-là parce que les trois volets, dans le fond, s'additionnent. Le petit dernier qu'on a, qui est en vigueur depuis 2-3 semaines et qui s'adresse bien à vous, dans le fond, c'est le programme Compétitivité et environnement pour la transformation laitière et des viandes. Donc, l'objectif, c'est d'accroître la contribution de ces secteurs-là en assurant leur compétitivité et accélérer l'implantation de solutions environnementales. Les clientèles admissibles, faut être un abattoir, que ce soit de proximité provinciale ou fédérale. Une entreprise qui détient un permis de vente en gros de produits carnés, donc le fameux C1,
Par contre, faut que c'est pas n'importe quel C1, il faut que ce soit un C1 qui transforme majoritairement de la viande qui provient d'un abattoir sous inspection permanente provinciale. Et les entreprises détenaient un permis d'exploitation d'usine laitière. C'est à confirmer, mais je crois, parce que là, comme c'est un nouveau programme, on a toujours plein de questions, puis on se rend compte toujours quand on commence à travailler avec un nouveau programme qu'on n'a pas nécessairement pensé à tout. Mais en principe, ces 3 clientèles-là, puis ça sera à valider, là, mais je crois qu'il faut avoir au moins 12 mois d'exploitation, donc les entreprises en démarrage ne seraient pas admissibles, mais c'est à vérifier. J'ai posé la question, j'attends une réponse là, de la part du central. On a également les entreprises spécialisées dans le transport d'animaux, donc il faut transporter plus de 1000 animaux par semaine. Eux sont admissibles au volet 1 et 3 seulement. Un promoteur, donc vraiment une idée d'entreprise, admissible au volet 1 et 3 seulement. Tandis que les 3 derniers, regroupements d'entreprises, associations liées au secteur et au BNL, c'est le volet 3 seulement pour lesquels ces entreprises-là sont admissibles. Le volet 1, là, je vous ai quand même décrit beaucoup les projets parce que c'est assez spécifique. On est au niveau des expertises et acquisitions de compétences. Donc, ce qu'on peut financer dans ce volet-là, diagnostic sur les fonctions de l'entreprise, diagnostic sur les exigences environnementales ou réglementaires, élaboration d'une stratégie de recrutement ou de rétention de la main-d'œuvre, évaluation de l'efficacité environnementale ou énergétique, plein de vie, études environnementales, planification pour le transfert et la relève et de la formation pour développer les compétences des employés et des actionnaires. Donc, les dépenses honoraires professionnels, frais externes de formation, acquisition et développement de logiciels spécialisés, frais de déplacement et de séjour du demandeur. L'aide financière, c'est maximum 60% jusqu'à 100 000. Le volet 2, on est vraiment dans l'amélioration de la compétitivité et de l'empreinte environnementale des entreprises. Donc là, on est dans l'automatisation, robotisation des procédés, ajout d'une ligne de production ou diversification des produits, réduction ou revalorisation des matières résiduelles, réponse à des exigences environnementales ou réglementaires, optimisation de la gestion de l'eau, dans les aires de transformation, augmentation de l'efficacité énergétique des procédés, amélioration de la qualité salubrité des aliments, implantation ou modernisation d'un système de traçabilité pour les animaux et les aliments. Donc, vous voyez, c'est quand même assez large comme projet, mais en même temps très spécifique. Là, il faut vraiment que ça se rattache à ces éléments-là. Dépenses, c'est très large. Là, on est dans les honoraires professionnels, plein de vie, frais de location d'équipements et de locaux, coût des matériaux, achat d'équipements neufs ou usagés, en autant que les équipements usagés soient, qu'il y ait au moins une garantie de 3 mois et vendus par un fournisseur officiel. Modification, agrandissement de locaux, acquisition de logiciels spécialisés et d'équipements. Les équipements qui vont en lien avec les logiciels. Aide 50% jusqu'à 300 000 par entreprise. Le volet 3, j'en parle pas trop, c'est pour les projets structurants, c'est mis à part là, la construction d'un nouvel établissement ou la remise en état d'un établissement, c'est surtout pour des projets collectifs. Donc, vous avez le détail là, dans le programme. Encore là, on est à un taux d'aide de 50% jusqu'à 300 000. Et le petit dernier, soutien aux exportations bioalimentaires. Donc, l'objectif de ce programme-là, c'est vraiment d'aider les entreprises à exporter, à développer leur marché hors Québec. Il faut savoir que quand vous faites affaire avec le gouvernement provincial, exporter veut dire hors Québec, tandis que quand vous êtes avec le fédéral, pour exporter, c'est hors Canada. La clientèle, ben, c'est toutes les entreprises bioalimentaires, que ce soit un producteur, un transformateur, en autant que vous commercialisez déjà depuis 2 ans vos produits, vos aliments. Une aide financière jusqu'à 100 000 par entreprise, un taux d'aide de 50%. Il y a certaines dépenses qui ont des maximums, par contre. Là, c'est pas, exemple, l'embauche d'une personne en développement de marché, ben le maximum est 45 000 d'aide financière et non pas 100 000. Donc, dans les dépenses admissibles, on a des honoraires professionnels. Il y a vraiment une panoplie de dépenses admissibles. Là, vous pouvez aller sur le site web pour toutes les voir. Donc, honoraires professionnels, embauche en développement de marché, frais de déplacement et de séjour, frais d'enregistrement d'une marque de commerce, de la publicité, frais de location d'un bureau à l'étranger, etc. Je vous dirais qu'à peu près tout est couvert
toute activité qui vise vraiment à développer un marché hors Québec. Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire ce matin. Vous avez les coordonnées générales. Donc, si vous avez des questions sur les permis et la réglementation, il faut vraiment contacter les permis et la réglementation. Là, j'ai mis le numéro général avec l'adresse générale. Walter, tantôt, vous a mis les courriels plus spécifiques pour le permis léger, permis lourd. Mise en marché, circuit court et agrotourisme. J'ai ma collègue Jenny Lester qui est en arrière, qui va vous faire une présentation cet après-midi. Conseillère en transformation alimentaire, tout ce qui est question de transformation, c'est moi. Et on a un conseiller en production animale qui est Germain Blouin aussi, que vous pouvez contacter au MAPAC à la direction régionale. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Laetitia Letourneau, ferme Juste au lait, j'aurais une question. Au niveau de l'aménagement d'un poste de découpe, t'es en plein dans le cœur de ce que je travaille puis que j'ai envie de faire naître cet été. Puis j'aurais une question qui me fallait une réponse, justement, ça donne super bien d'être là. Si je demande à mon abattoir de me livrer des sections de carcasses que je vais faire en découpe, dans préparation générale, en lieu exclusif à la ferme, les déchets de débitage, est-ce que je peux mettre ça dans mon bac de compost? Bonne question. Ça, c'est plus au niveau de la réglementation, mais... Je l'ai pas trouvé nulle part, cette réponse-là. C'est pour ça que je la pose ce matin. Déchets de débitage. Tu sais, on parle pas de gros volumes, là. Tu sais, on parle de volume de transformation, là, parce que je me demandais, je garde ça en congélateur. Mettons, on parle d'un sac de poubelle par semaine. Est-ce que je peux mettre ça dans mon bac de compost ou faut que j'appelle un cueilleur de carcasses pour ça? OK. Moi, j'aurais envie de te dire, d'après moi, vu que c'est des petites quantités, tu peux le mettre dans ton bac à compost, mais je vais le vérifier parce que là, on est vraiment au niveau de la réglementation, là. Fait que je voudrais pas t'induire en erreur, là, mais je l'ai pris en note. Oui. À moins qu'on aille dans la salle, on a un intervenant qui en fait déjà un peu, là. C'est une bonne idée de mettre les... Oui, je l'ai vu tantôt. Qu'est-ce qu'on fait avec des déchets de débitage? Dans le fond, lorsque vous allez être inspecté par les inspecteurs du MAPAC, il faut que tu fournisses les factures d'écarissage. Fait que c'est Fortier ou Saint-Max, il faut qu'ils ramassent. Ça prend un permis d'écarisseur. Tu peux même pas les vendre à une compagnie crue pour envoyer pour les chiens ou quoi que ce soit, ou les animaux numéro crus. Tu peux pas voir absolument que ça passe par une compagnie d'écarissage. C'est contrôlé à ce niveau-là. Puis, ultimement, tu es revalidé par l'environnement quand l'environnement va se déplacer chez toi. Si tu veux les mettre au compost, il va falloir que tu documentes une procédure puis que tu prouves que tu es en contrôle des risques de contamination. Vous voyez, c'est un monde, là. Fait que Oui. on prend quand même attention aux réponses là, qu'on donne. Programme compétitivité environnement, volet 3. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par regroupement? Est-ce que ça prend un nombre minimal d'entreprises? Est-ce 3. que ça prend trois entreprises agricoles, ça marcherait? Oui. Puis si c'est des entreprises non agricoles, par exemple des OBNL ou d'autres types ou d'autres secteurs, est-ce que ça marche aussi? On dit regroupement d'entreprises, donc les détenteurs de permis ci-dessus, donc soit abattoir, C1 ou entreprise laitière, producteurs agricoles et promoteurs. Donc, on a quand même 3 types de clientèle là, qui sont inclus dans le regroupement des entreprises. Fait que promoteur, ça peut être un individu ou quelqu'un qui a un projet mais qui n'a pas encore d'entreprise. C'est ça, oui. Autre question, par rapport au programme hors spécifiquement transformation, mais où on peut aller quand même chercher du financement. Tu sais, mettons que je vais cogner à ta porte, là, puis que je te présente ça, tu es capable d'aller comme arrimer les différents... où il faut que j'aille chez chacun des conseillers. Par exemple, le programme PADOR qui peut servir aussi. Par exemple, il peut y avoir du prime vert pour la gestion des eaux usées, peut-être. Y a-tu une manière de c'est sûr tout que... ça pour aller optimiser notre utilisation des programmes? Tu vas être optimisé par 2 ressources du MAPAC. Donc, moi, je vais te parler de tout ce qui est en lien avec la transformation alimentaire puis les programmes que je peux couvrir pour ton volet transformation alimentaire. Puis pour le volet production agricole, ben là, dépendamment de la MRC ou T, on a un conseiller, un CDR qu'on appelle au MAPAC, là, un conseiller en développement régional qui est un agronome qui est dédié à chacune des MRC. Donc, ça va être ton contact principal pour tout le volet agricole. Lui, il maîtrise l'ensemble des programmes parce qu'il y en a quand même beaucoup là en production agricole. Fait qu'en exposant
ton besoin du côté agricole, il va pouvoir t'orienter sur les programmes possibles. Puis moi, je vais t'orienter sur ceux en lien avec la transformation. Fait que tu as quand même 2 personnes là, qui vont faire le tour avec toi là, en lien avec ça. Merci. Un gros merci, Chantal. Je pense que ça a suscité encore énormément de questions pour tous ceux qui sont rendus là dans leur étape d'entreprise.